Ah oui, ok, ça marche. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Marine Lemoine. Je suis chargée de mission climat et énergie à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Et aujourd'hui, nous allons parler du coup, excusez-moi, hop, d'agriculture et de changement climatique, et principalement d'adaptation au changement climatique. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier du coup les organisateurs de m'avoir invité à présenter l'agriculture en Occitanie à cette journée. Et je suis très contente de venir sur ce site agricole que j'entends parler depuis un petit moment, où il se passe beaucoup de choses, beaucoup de projets. Donc, je vais commencer par vous présenter les filières agricoles en Occitanie. Puis, nous parlerons des principaux enjeux face à l'adaptation, face au changement climatique. Et nous terminerons par regarder du coup l'observatoire Oracle, qui s'est développé en 2025 à travers une application web que vous pourrez trouver bientôt sur notre site internet, et quel lien on en fait avec la plateforme Terristory. Donc, avant de commencer, je voulais juste rappeler que l'agriculture en Occitanie a pu se développer grâce à une richesse de climat diversifié, un climat au niveau du littoral qui est méditerranéen, avec plus de 2500 heures d'ensoleillement, qui subit de nombreuses sécheresses, un climat plutôt du sud-ouest en orange sur les plaines et les coteaux, avec 2000 heures d'ensoleillement, qui est balayé par deux types de vents, donc le vent d'automne qui assèche les cultures et le vent d'ouest qui amène les pluies. Et enfin, le climat des montagnes, donc, qui est présenté en bleu. Donc, cette agriculture, maintenant, il va falloir qu'elle s'adapte, parce que nous sommes tous dans une phase de transition avec le changement climatique. Cette carte vous présente du coup l'écart de température entre 2035 et les années 1990. Donc, on a une moyenne de plus 1,18 degrés sur l'ensemble du territoire. Et cette carte présente les disparités en fonction des territoires. Et vous, comme vous le voyez, sur les zones en montagne, le réchauffement va être d'autant plus intense. Donc, l'agriculture en Occitanie, il faut savoir que nous sommes la première région agricole en France en termes d'effectifs d'exploitation. Malheureusement, ce chiffre est en baisse de 1,8% par an, ce qui se traduit par 4 exploitations qui disparaissent par jour. Nous avons 65 000 exploitations sur 3 millions d'hectares, avec une SAU moyenne de 49 hectares, donc chiffre qui est nettement inférieur par rapport à la moyenne nationale qui est de 65 hectares. Nous avons une agriculture de qualité avec 17% des exploitations en bio, de nombreux signes de qualité et une commercialisation de 24% en circuit court. Et autre fait marquant qui est vraiment à souligner et qui marque notre agriculture, c'est le revenu moyen des agriculteurs qui est le plus bas en France, inférieur au SMIC, et qui les mène dans des situations qui sont très compliquées. Et ce chiffre, si vous le comparez par à la moyenne nationale, donc on est 45% en moins. Donc, je ne sais pas si voilà, c'est vraiment énorme. Ici, vous avez la répartition du coup des différentes filières au niveau de l'Occitanie. Donc, toujours au niveau du littoral, vous voyez que la viticulture s'est beaucoup développée. Ensuite, sur l'ouest de la région, c'est dans les zones de coteaux et de plaine, la grande culture. Et enfin, dans les zones de causses et de montagne, l'élevage ovin, bovin, caprin, porc qui s'est développé. À la première place, donc, par rapport au national, nous sommes la région donc, au niveau de la viticulture, des élevages ovins, des élevages caprins, l'apiculture, les légumes sems, nous avons la plus forte production par rapport au national. En deuxième place vient la production de maïs semences, la production fruitière, les effectifs équins, et enfin les palmipèdes gras. Donc maintenant, j'ai choisi je ne peux pas tout vous présenter, donc j'ai choisi de vous présenter rapidement 3 filières qui sont les grandes cultures, la viticulture et l'élevage, et du coup échanger sur quels sont les principaux enjeux face à l'adaptation des exploitations face au changement climatique. Donc nous allons commencer avec les grandes cultures, où sur cette carte, vous voyez la répartition des surfaces, donc principalement
à l'ouest de la région. Il faut compter 1 million d'hectares implantés en grande culture. Et par rapport au national, 25% correspondent à une agriculture en bio. Donc, ce qui est énorme et ce qui nous place à la première région productive de grande culture bio. Donc ici, vous avez les principales cultures par rapport au pourcentage de la production française. Donc en premier vient le sorgho, puis le pois chiche, puis le soja. Et en deuxième place, le blé dur, le seigle, le maïs, le riz et le tournesol. Il faut savoir que l'irrigation constitue vraiment une assurance contre les aléas climatiques et sans eau, la production et la qualité des récoltes est nettement amoindrie. Par ailleurs, nous sommes la deuxième région productrice de semences, avec 27% de production de semences en maïs sorgho et 31% en oléagineux. Et il faut savoir que cette production de semences se concentre principalement dans le Gers. Donc, quels sont maintenant les enjeux en grande culture face au changement climatique? Comme vous le savez tous, les vagues de chaleur et de sécheresse au printemps sont de plus en plus importantes et cela va conduire à l'échaudage. Donc, qu'est-ce que l'échaudage? C'est avec le risque hydrique et thermique. Lors de la phase de remplissage des grains, vous allez avoir une moins bonne répartie, un moins bon remplissage et des avortements. Donc ici, sur le graphique, pour essayer de le quantifier, c'est un indicateur agroclimatique qui correspond au nombre de jours supérieur à 30 degrés entre le 1er mai et le 30 juin. Et donc, vous voyez que depuis les années 1959 jusqu'à 2024, ce nombre de jours augmente fortement, et notamment en 2022, à Montauban et dans le reste de la région, on avait plus de 20 jours supérieurs à ce chiffre-là. Autre enjeu, les pluviométries excédentaires au printemps. Donc, ces pluies, du coup, vont apporter un climat propice au développement de nombreuses maladies fongiques pour les cultures, comme par exemple la septoriose, la fusariose pour le blé, et ce qui va provoquer une baisse de rendement. Vous avez une carte là justement qui retranscrit la baisse de rendement en 2024 au niveau de la région. Et plus voilà, la couleur est violet foncé, plus la moyenne est diminuée par rapport au rendement, par rapport à la moyenne quinquennale. Autre phénomène, des excès d'eau en début d'automne qui du coup vont conduire à la difficulté de récolter par exemple le maïs, mais aussi des échecs de semis qui vont conduire du coup à baisser la surface de semer, la baisse de surface semée, par exemple le cas du blé en 2023. Et autre événement là, non ajouté, c'est les hivers doux et les printemps doux qui vont favoriser du coup le développement de ravageurs et notamment les punaises qui se développent de plus en plus en Occitanie. Donc, quel levier peut-on mettre en place? Apporter l'eau au bon moment, à la bonne dose, au bon endroit. On travaille beaucoup sur la sélection variétale pour toujours implanter des variétés qui sont moins sensibles au stress hydrique, au stress thermique, mais aussi on peut travailler sur des stratégies d'évitement avec des dates de semis plus précoces pour éviter les vagues de chaleur et également travailler sur tout ce qui est évolution des assolements, gestion des couverts. Donc après, il faut savoir que le réseau des chambres donc en Occitanie et les chambres départementales sont impliquées sur de nombreux projets pour travailler ces leviers et les transmettre ensuite à la filière. Donc là, vous voyez apparaître 3 projets. Donc Spongework, qui est un projet européen qui travaille sur le rôle éponge du sol dans le bassin versant de la Lèze. Clim Valley, qui travaille sur des modes résilients de systèmes de culture à base de maïs. Et un nouveau projet qui vient de se lancer avec l'ADEME sur l'érosion et les grandes cultures. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter vos chambres départementales si vous souhaitez des informations sur ces projets. Ils sont là aussi pour vous accompagner. Donc maintenant, nous allons passer à la viticulture en Occitanie. Donc, il faut savoir qu'on est le premier vignoble au niveau national avec 2 zones de production. Une au sud-ouest sur 37 000 hectares, donc plus petit bassin de production. Et sur le bassin ALR, nous sommes à 227 000 hectares. Donc, ces 2 bassins, ensuite,
subissent des aléas qui sont différents. Sur le sud-ouest, ils ont toute une panoplie d'aléas. Et sur le bassin LR, c'est principalement la sécheresse depuis un certain nombre d'années, ce qui provoque vraiment des chutes de rendement qui sont très importantes et le stress thermique. Donc là, vous voyez les 4 départements les plus producteurs au niveau de cette filière-ci, donc qui sont l'Hérault, l'Aude, le Gard et le Gers. Au niveau de cette filière-là, il faut savoir qu'en Occitanie, le segment qui est privilégié, c'est vraiment les vins IGP, puisque 70% de la production nationale se trouve en Occitanie. Et malheureusement, depuis quelques années, on est en situation de crise viticole due à un certain nombre d'éléments, les taxes Trump, le Covid, le conflit russo-ukrainien, et ce qui a conduit à une campagne d'arrachage assez massive, puisque 44% des surfaces nationales concernées par l'arrachage définitif sont situées malheureusement en Occitanie. Et 31% des surfaces arrachées correspondent à un arrêt complet de l'activité viticole des exploitations, ce qui pose la question toujours du renouvellement des générations. Donc, quels sont les principaux enjeux climatiques par rapport à cette filière? Donc, si on prend le cas du gel de fin d'hiver au début de printemps, donc vous avez les rameaux qui poussent, vous avez les inflorescences. Et si on prend le cas, par exemple, du vignoble de Cahors, il faut savoir que ces 10 dernières années, une année sur deux, ils subissent du gel, ce qui a des conséquences vraiment très importantes au niveau du rendement. Nous avons également sur le bassin LR de plus en plus depuis un certain moment des vagues de chaleur et des sécheresses au printemps et en été, ce qui conduit également à des baisses de production. Ici, vous avez la carte en 2024 de l'impact de la sécheresse sur les 5 principaux des départements producteurs. Et puis, je voulais juste faire un rappel de ce qui s'est passé du coup cet été avec les 16 000 hectares qui ont brûlé du coup dans les Corbières, dont 800 et 900 hectares correspondaient à des vignes, sachant que dans l'Aude, il faut rappeler que depuis quelques années, vu la situation de crise, il y a plus de 5 000 hectares qui ont été arrachés. Et on sait très bien que les vignes sont un coupe-feu pour les incendies. Donc, on peut se poser la question, comment peut-on maintenir aussi en place cette filière pour éviter les risques d'incendie dans le futur? Autre événement, nous avons des épisodes évidemment de grêle, notamment comme on est dans le Tarn ici, en août 2024, il y a eu un important événement de grêle à Gaillac. Des pluviométries également qui sont excessives au printemps, qui vont conduire à du développement de maladies, notamment le mildiou, qui a aussi du coup des impacts négatifs sur le rendement. Donc, quels sont les leviers qui peuvent être mis en place? Donc, en viticulture, c'est principalement travailler sur le matériel végétal. Donc, la partie aérienne sur la variété pour avoir des cépages plus tolérants aux maladies, par exemple, et avec le porte-greffe, choisir des porte-greffes qui soient bien résistants au stress thermique et au stress hydrique. On travaille aussi sur la conduite de la vigne, l'ombrage, les couverts végétaux, et l'irrigation est vraiment le dernier recours parce que c'est la dernière solution où on peut sauver, entre guillemets, la récolte. On travaille également du coup sur différents projets au niveau de la région et des départements. Donc SoAdapt, qui est un projet qui travaille sur la vulnérabilité des bassins du Sud-Ouest face au stress hydrique et thermique, qui est plutôt en fin de projet. Vitiliance, qui est un réseau de démonstrateurs innovants qui testent une combinaison de leviers pour voir comment ils peuvent répondre et faire face au changement climatique. Le projet CEPOCLIM qui teste différentes variétés et porte-greffes face au stress hydrique et thermique, et Climavine qui vient de se lancer avec l'ADEME qui va accompagner du coup 3 vignobles du Sud-Ouest pour avoir des plans d'action concrets avec des viticulteurs. Dernière filière que je vais vous présenter du coup ce matin, qui est l'élevage. Ici, vous avez la carte de la répartition du cheptel en ovins allaitants. Il faut savoir qu'on a 22% des effectifs nationaux et que cette production, du coup, s'installe principalement dans les territoires défavorisés, donc au nord de la région et dans les territoires plus accidentés comme le massif pyrénéen. Donc, il y a beaucoup de signes de qualité dans cette filière-ci. Et je vous ai rajouté ici la répartition en bovin-viande, donc avec à peu près la même répartition, et en ovin-lait, où c'est très marqué par l'AOP Roquefort.
Donc, quels sont les principaux enjeux face à cette filière? Les vagues de chaleur qui sont de plus en plus importantes. Et comme pour nous, les animaux, faut qu'ils supportent ces vagues de chaleur. Ils n'ont pas la clim, pour certains en tout cas, dans les bâtiments. Et il faut savoir que de par ces vagues de chaleur, on peut calculer des indicateurs de stress, de santé des animaux. Donc, c'est un indicateur qui s'appelle THI, qui est basé sur la température et l'humidité que vous avez sur le graphique en bas. Donc, c'est un niveau ça quantifie le stress de l'animal. Quand vous êtes en vert, il n'y a pas de stress. Quand vous êtes en jaune, il y a un stress médian. En rouge, en orange, il y a un stress sévère. Et en rouge, il y a un stress très important qui peut être surtout létal pour les animaux. Et vous voyez que ces dernières années, ce stress létal s'intensifie et du coup, ça pose des soucis. Et il ne faut pas oublier que les vagues de chaleur ont un impact du coup sur la production, notamment de lait. Donc là, vous avez un graphique sur la production de lait en 2022 pour la filière bovin-lait, où là, vous avez l'impact d'une vague de chaleur en 2022, où vous voyez que la production de lait chute à cause de cette vague de chaleur. Vous avez également aussi, du coup, les vagues de chaleur et les déficits hydriques vont avoir un impact sur la baisse de la production fourragère. Donc, en 2022, il y a eu moins 30% de fourrage lié à cette sécheresse. Et de par ailleurs, vous avez la courbe de croissance de l'herbe de nos prairies classiques. Et avec le changement climatique, il faut savoir que cette courbe de croissance devient plus précoce. Et en été, les fourrages sont de moins en moins présents. Donc, il faut avoir du stock pour alimenter les animaux. Et enfin, de par les hivers doux et les printemps chauds, on a une augmentation de la pression parasitaire avec le développement de maladies comme la FCO, la dermatose. Et donc ça, c'est lié directement à l'augmentation de la température. Et donc ça provoque aussi une chute de la production. Donc, les principaux leviers sont l'adaptation des bâtiments d'élevage, des pratiques de reproduction, d'alimentation, l'adaptation des productions fourragères, et l'adaptation des prairies en choisissant les espèces, en adaptant les dates de fauche, etc. Donc, de la même manière, on travaille sur différents projets au niveau du réseau Chambre. Donc, le projet Batcool, qui était un projet qui travaillait justement sur l'adaptation des bâtiments d'élevage. Des projets aussi bien dans le Massif central que dans les Pyrénées qui travaillent à la résilience des élevages. Un projet aussi avec l'ADEME qui s'est lancé dans le Lot et dans le Cantal. Et on travaille sur des jeux aussi de vulgarisation pour faire sensibiliser les différentes personnes au changement climatique avec le jeu Resilgame. Donc maintenant, je vais venir faire le lien avec les profils climat de l'Orcéo à l'échelle des EPCI. Donc il faut savoir que l'Orcéo fournit du coup sur demande actuellement différents types de profils climat. Donc, aussi bien sur le climat, l'agriculture, les milieux montagnards, etc. Vous avez la liste ici. Nous, on a une convention avec l'Orcéo pour échanger sur les données agricoles. Et actuellement, en fait, dans ces profils agriculture de l'Orcéo, donc ça se passe par EPCI, où vous pouvez du coup, sur ces fiches, avoir la répartition par commune de la filière agricole qui est majoritaire. Et ensuite, au niveau de l'EPCI, on regarde quelle est la filière agricole majeure et on vous fournit un indicateur agroclimatique et un indicateur d'impact pour essayer de comprendre ce qui se passe. Sur la plateforme Terristory, actuellement, il n'y a pas de volet agricole. Donc, il y a des démarches là qui sont en cours de réflexion pour voir comment on pourra l'améliorer. On en discutera après. Et ce que je voulais également vous présenter, c'est l'Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique que nous avons développé du coup cette année. Vous avez l'adresse du site ici. Donc, même s'il est encore toujours en version bêta, je vous la communique, mais ça sera fait à plus grande ampleur du coup en fin d'année. Donc, www.oracle-crao.fr, où vous retrouvez les stations de Météo France avec des indicateurs climatiques sur brut, donc sur la température, le TP, les pluviométries, mais également des indicateurs. Donc ici, oui, voilà, je vous rappelais la cible de cet observatoire, donc une cible conseiller, technicien, enseignant, association, agriculteur. Là, je vous ai mis une illustration
on vous met comment évoluent les vagues de chaleur. Et vous pouvez, sur l'onglet agroclimatique, avoir tout un ensemble d'indicateurs sur l'agriculture, par filière, organisée, par usage. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et à me contacter si besoin. Donc, au niveau des PCAET, je vous invite vraiment du coup également à contacter vos référents au niveau des chambres départementales qui sont également là pour vous accompagner. Et donc les profils climat sont une chose, ça vous permet d'engranger d'informations, mais je vous invite aussi également du coup à échanger avec le milieu agricole pour essayer de comprendre mieux les enjeux, les projets sur lesquels ils travaillent, pour essayer de trouver des synergies. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage.